voir l'ordinateur que j'avais construit. Chaque semaine, je l'améliorais un peu. Je les laissais se servir du clavier et je leur expliquais comment ça marchait. Aujourd'hui, je saurais aller voir les gens et me montrer plus promotionnel. Mais à l'époque, je ne savais que répondre à des questions précises. Mais quand même, je suscitais pas mal d'intérêt au club. Steve l'a remarqué et m'a dit « On va monter une société pour vendre ce machin ». Il a trouvé le nom d'Apple et voilà comment tout a commencé. Le premier ordinateur Apple a été construit dans ce garage. Et j'y étais, enfin, pendant une journée. J'ai été l'employé numéro 12 d'Apple. Ils m'avaient embauché pour faire un jour de manutention. L'entreprise est à court de liquidités, m'a dit Steve Jobs, et il a offert de me payer en actions. J'ai refusé, ma mère me le reproche encore aujourd'hui. L'Apple I n'était pas vraiment un ordinateur. Tout juste une carte de circuit sans boîtier ni clavier. Pourtant, Steve Jobs se débrouille pour en vendre 50 exemplaires. Il acquiert alors la certitude qu'il existe une foule de clients potentiels pour un vrai micro et se met à rêver à l'Apple II. Il y avait d'évidence un certain nombre d'amateurs d'informatique capables d'assembler eux-mêmes un ordinateur à partir de notre carte. Mais il était évident que pour chacun de ceux-là, il en existait 1000 autres qui ne savaient pas bricoler du matériel, mais qui désiraient ardemment créer et utiliser des programmes, comme moi quand j'avais 10 ans. Mon rêve pour l'Apple II, c'était de commercialiser le premier ordinateur pratique à utiliser. À l'époque, c'est infaisable. Trop cher et trop compliqué à fabriquer, parce que nécessitant trop de puces. Mais Woz le magicien ne sait pas ce que veut dire infaisable. Je me suis dit, pourquoi l'ordinateur et le moniteur devraient-ils avoir chacun leur mémoire? Ils n'ont qu'à partager la même. Ça faisait des puces en moins. Et je me suis plongé dans les manuels et j'ai déniché une puce qui faisait le même travail que 5 autres. Comme ça, petit à petit, j'ai réduit le nombre de puces. Résultat, génial, un ordinateur avec écran couleur sur lequel on pouvait programmer des jeux ou tout ce qu'on voulait. C'était la machine dont j'avais toujours rêvé pour moi-même. Et Steve m'a dit, je crois qu'on va pouvoir en vendre 1 millier par mois. 1 millier, c'était complètement invraisemblable. Mais pour lancer la fabrication, il nous fallait quelques centaines de milliers de dollars. Pour nous, c'était une somme énorme. On n'avait pour ainsi dire rien sur notre compte en banque. Alors je suis parti à la chasse aux capitaux. À 19 ans, Steve Jobs relève le défi. Il faut convaincre des financiers qui investissent dans les activités de pointe. Il rencontre Arthur Rock, l'inventeur du financement de l'innovation et un des fondateurs d'Intel. Il portait des sandales et avait les cheveux longs, très longs, barbe et moustache aussi. Mais il s'exprimait remarquablement. La première fois qu'il est venu me voir, il était dans une période où il avait décidé de ne manger que des fruits. Malgré le côté hors norme du jeune entrepreneur, Arthur Rock se lance dans l'aventure. Il accorde les fonds nécessaires pour faire fabriquer 1000 Apple II dans une usine de Silicon Valley. 2 ans séparent l'Altaïr de l'Apple II. 2 ans de progrès. L'Altaïr, destiné au marché restreint des amateurs qui s'y connaissent, a une allure d'ampèremètre à côté de l'Apple II qui, lui, ressemble vraiment à un produit de consommation. C'est le premier micro à posséder une coque en plastique moulé, imposée par Steve Jobs, qui a un sens aigu du design. Et il n'est pas seulement joli à regarder. C'est aussi un bijou d'ingénierie. Prenons le contrôleur du lecteur de disquette, un modèle d'efficacité. Il contient 8 puces, alors que ceux des concurrents en ont 35. C'est l'œuvre de Steve Wozniak, le Mozart des circuits intégrés. Résultat, dès sa sortie, l'Apple II fait un tabac. Le lancement a lieu en 1978 au Salon de l'informatique organisé par Jim Warren. Parmi les dizaines d'exposants,
une seule compagnie propose une machine qui ressemble réellement à un micro-ordinateur moderne, et non à un kit de bidouilleur. Il suffit de voir l'Apple II pour être ébloui. Et comme Steve Jobs s'est débrouillé pour obtenir le meilleur emplacement du salon, tout le monde le voit. On a fait un triomphe. Les acheteurs faisaient la queue devant le stand. C'est là qu'Apple a décollé. Pendant les 2 années suivantes, Apple connaît une croissance explosive. Dans une ambiance euphorique, la jeune entreprise, installée dans des bureaux à Cupertino, toujours en Californie, gagne de l'argent à foison. Les deux Steve ont une vingtaine d'années et certains de leurs employés sont encore plus jeunes. Chris Espinosa a 14 ans quand il est embauché pour faire des démonstrations aux acheteurs. Presque 20 ans plus tard, il travaille toujours chez Apple. On faisait les démonstrations le mardi et le jeudi après-midi, après l'école. Imaginez, je sortais de classe, je sautais sur ma mobilette, je fonçais au bureau et à 3 heures pile, je commençais les démos sur l'Apple II. Au bureau, on n'arrêtait pas de trafiquer les téléphones pour se faire des blagues. Pendant 1 an ou 2, il n'y a eu personne à Apple pour se prendre au sérieux. On avait la chance de vendre le produit à la mode. Des années plus tard, il m'est arrivé de rencontrer des clients de cette époque. Et ils me racontaient comment ils avaient décidé de démarrer une chaîne de magasins après avoir assisté à une de mes démos du mardi après-midi. Ça marchait tellement bien que Steve et moi, nous aurions pu nous arrêter de travailler si on avait voulu. Une telle réussite, vraiment, je ne m'y attendais pas. L'Apple II devient le modèle du micro. Des entreprises rivales surgissent un peu partout, flairant la bonne affaire. Mais le marché du micro est toujours limité au marché des amateurs, des barbus qui trouvent qu'un micro fait merveille pour contrôler un réseau de trains électriques. Pour toucher le marché du grand public, les micros doivent montrer qu'ils ne sont pas des gadgets. Monsieur Tout-le-Monde n'a pas besoin d'un joujou électronique. L'application qui va faire vendre des milliers d'Apple II s'appelle VisiCalc. C'est le premier tableur. L'œuvre commune d'un étudiant de l'école de gestion d'Harvard, Dan Bricklin, et d'un programmeur, Bob Frankston. Un tableur, c'est une feuille de calcul électronique. L'idée germe dans le cerveau de Dan Bricklin pendant un cours de planification financière. À l'époque, les feuilles de calcul sont des tableaux noirs remplis de chiffres en ligne et en colonnes. Les entrées et sorties financières de l'année en cours et les prévisions pour les années à venir. Le tableau est structuré de façon à ce que les valeurs soient reliées entre elles. Modifier un chiffre exige de recalculer tous les autres chiffres qui en dépendent. Se tromper une fois provoque une série d'erreurs en chaîne. Le professeur proposait divers scénarios aux étudiants qui devaient calculer de quelle façon chacun d'entre eux affecterait les bénéfices d'une entreprise fictive. Ces exercices étaient très laborieux pour Dan Bricklin qui n'était pas très fort en calcul mental. Et il rêvait d'un ordinateur qui viendrait remplacer toutes ces opérations manuelles très ennuyeuses. J'ai imaginé un tableau magique qui fonctionnerait comme un traitement de texte. Quand on change un mot, il repagine automatiquement. L'idée du tableur, c'est que quand on change un chiffre, il recalcule automatiquement toutes les valeurs qui en dépendent. Pour gagner du temps, Dan Bricklin demande à son ami Bob Frankston de l'aider. Ils se partagent la tâche. Dan analyse et peaufine le concept. Bob rédige les lignes de code. En quelques mois, le travail est bouclé. Bon, je vais remplacer 100 par 4321.
Ça y est, c'est recalculé. Quel temps gagné. Tous ceux qui le voyaient l'achetaient. Je me